Alors, bonjour tout le monde. Concernant la terminologie que je vais utiliser au courant de cette présentation-là, donc technicien paramédic, technicien ambulancier paramédical, paramédic, je vais utiliser la terminologie TAP, TAP, pour désigner le travailleur. Je vais également parler de bénéficiaire ou d'usager ou de patient. Le bénéficiaire, c'est la personne qui reçoit les soins prodigués en préhospitalier d'urgence. Alors, le métier de technicien ambulancier, comme je l'ai mentionné dans le début du projet, il y avait peu de documents qui étaient disponibles sur qu'est-ce qui était réalisé réellement sur le terrain. Par contre, on savait que le métier de technicien ambulancier était associé à une prévalence de troubles musculo-squelettiques extrêmement importante et qu'il y avait un taux de roulement au niveau du personnel qui était aussi important. Et les gens prenaient leur retraite plus tôt que la majorité des autres métiers en lien avec le système de santé. Encore une fois, c'était le contexte qui était plutôt nébuleux. Donc, on s'est dit, bon, le premier objectif, c'est d'aller documenter la nature des tâches et les différents environnements de travail dans lesquels les techniciens ambulanciers seront exposés. Donc, en contrôlant mieux dans quel environnement, les tâches qu'ils doivent réaliser, on va un peu mieux comprendre justement cette mesure d'exposition aux différents risques. Deuxième objectif, c'était de déterminer les situations réelles de travail qui étaient les plus exigeantes physiquement. Le troisième objectif, c'était d'identifier quels sont les éléments principaux ou les principaux déterminants de la situation de travail qui étaient associés aux situations les plus difficiles vécues par les techniciens ambulanciers. Ensuite, on revenait avec notre projet initial sur les facteurs plus intrinsèques, sur la condition physique, sur le fait d'être un homme, une femme, l'ancienneté. Et on a voulu voir ces facteurs intrinsèques-là, quel était leur rapport ou leur incidence sur notamment les postures de travail dans le travail réel. Cinquième objectif, c'était de comparer la condition physique des techniciens ambulanciers à celle de la population générale. Et un sixième objectif qui était plus exploratoire, c'était de voir quel serait l'impact, s'il y en avait un, des déterminants individuels sur l'exposition aux facteurs de risque de TMS. Alors, quelques mots rapides sur la méthodologie qu'on a utilisée. D'abord, c'est une sorte de devis-mix. Le devis-mix, en fait, on est allé chercher des mesures qui étaient quantitatives sur le terrain à l'aide d'un équipement de mesure qui est un dosimètre. Le dosimètre a été développé par l'équipe de chercheurs ici à l'IRSST, piloté notamment par André et Christian. C'est un 12 mètres, donc c'est deux senseurs inertiels qui est posé au niveau du haut du tronc et au niveau du bassin. Et on est capable d'enregistrer en continu, durant un quart de travail complet, les déplacements tridimensionnels des mouvements du dos. Donc ça, c'était la partie quantitative. Donc, il y a d'autres éléments quantitatifs qui ont été mesurés, mais pour l'objet de cette présentation-ci, je vais juste mettre l'emphase sur cet équipement-là. Et au niveau qualitatif, donc ce devis-mix, l'aspect qualitatif, c'était d'aller voir après chaque intervention préhospitalière quelles étaient les causes et les conséquences des difficultés qui étaient ressenties par les techniciens ambulanciers. Donc, on a monté une sorte de grille d'entretien semi-dirigée qui faisait un retour sur ce qui venait juste d'être vécu. Donc, il faut comprendre que le métier de technicien ambulancier sont en attente jusqu'à temps qu'il y ait un appel d'urgence. Une fois que l'appel entre et qu'il y a une assignation par rapport à leur véhicule, ils se dirigent vers les lieux du travail et donc font ce qu'on appelle une intervention préhospitalière. Ils ramènent en fait le bénéficiaire vers un centre hospitalier et ils se retrouvent ensuite dans une situation, une période d'attente jusqu'à temps que un autre appel puisse arriver. Donc, dans cette période d'attente-là, c'est là que l'entretien semi-dirigé était mené auprès du technicien ambulancier qui était sous observation. Au total, on a suivi 101 techniciens ambulanciers, donc 101 techniciens ambulanciers qui étaient à la fois à Québec et ensuite à Montréal. Dans ces 101 techniciens ambulanciers, il y avait 23 femmes, 28 techniciens ambulanciers de 15 ans d'expérience et plus, et une quinzaine de techniciens ambulanciers qui étaient en surplus de poids. Au total, c'est 175 quarts de travail. Donc, un quart de travail, c'est de 8 à 12 heures. Donc, il y avait un observateur qui suivait les techniciens ambulanciers qui étaient instrumentés par un dosimètre et autres équipements. Et cela a cumulé un total d'à peu près 2000 heures d'observation sur le terrain. Cela dit, ce qui était exceptionnel, et je dois de le souligner, c'est la contribution d'une des étudiantes qui a participé au projet et qui a réalisé à peu près le 80% de toutes les heures d'observation sur le terrain. Au total, c'est plus de 628 interventions préhospitalières. Donc, il y a beaucoup plus d'appels, mais sur les appels où est-ce que l'équipe de techniciens qui était en observation s'est dirigée sur le lieu de l'appel,
On en a 628 et 80% de ces interventions-là, donc 531 interventions préhospitalières, ont été filmées par la personne qui a accompagné les techniciens ambulanciers sur le lieu de l'appel. Donc, en bas à votre droite, ce que vous voyez, c'est un schéma, en fait, de l'équipement qui était porté durant le quart de travail par les techniciens ambulanciers. Donc, c'est le 12 mètres de posture développé ici à l'IRSST. Donc, vous voyez dans la vidéo qui roule en ce moment, c'est le début de l'intervention préhospitalière une fois que les techniciens ambulanciers qui sont en équipe de 2 se dirigent sur le lieu de l'appel, donc c'est à la sortie de l'ambulance, se dirigent vers le lieu où est-ce que le bénéficiaire se situe. Donc, généralement, la séquence des tâches se répète d'une fois à l'autre, d'une intervention préhospitalière à l'autre. Généralement, une fois arrivé sur les lieux, il y a un déplacement. Ce déplacement-là, majoritairement, il se fait de façon prioritaire avec la civière. Je vais vous expliquer après pourquoi la civière, de l'amener le plus près possible du bénéficiaire. Mais dans des situations comme celle qu'on vient de voir en vidéo, s'il y a une absence d'ascenseur ou la présence d'escalier, les techniciens ambulanciers vont apporter leur équipement sans la civière. Ensuite, une fois sur les lieux, le technicien ambulancier, le TAP numéro 1, va être assigné aux soins, donc va prodiguer les différents protocoles selon l'appréciation clinique qu'il va en faire. Il y a près de 75 protocoles, donc c'est un élément de variabilité qui confronte en fait les techniciens ambulanciers. Et c'est pas toujours un protocole qui peut être appliqué, mais il peut y en avoir plusieurs qui peuvent être appliqués selon le cas du patient. Suite à ça, donc, le technicien ambulancier 2 organise un peu l'environnement pour préparer l'évacuation, donc assiste aux soins quand c'est nécessaire, mais aussi prépare toute l'évacuation pour amener le bénéficiaire vers l'ambulance. Il y a ensuite une préparation. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a vu, c'était donc un déplacement qui s'effectuait à travers les escaliers. Donc, il a fallu que le technicien ambulancier 2 ait cherché la civière chaise pour pouvoir déplacer le bénéficiaire à travers les escaliers à l'aide de cet équipement. Donc, il y a une préparation de transport d'équipement comme une autre tâche. Ensuite, il y a une fois que le technicien ambulancier a amené le bénéficiaire à l'extérieur, dans ce cas-ci, il y a un transfert sous la civière et la civière ensuite est embarquée dans l'ambulance. Le technicien ambulancier 2 va les conduire et le technicien ambulancier 1 va donner les soins en ambulance jusqu'à l'hôpital. Et ensuite, la civière est retirée. Comme je mentionnais, en fait, plus que la civière peut être amenée en fait proche du bénéficiaire, moins sera important les efforts physiques, parce qu'il y aura un peu moins de soulèvement que le cas contraire, où est-ce que d'autres équipements devront être utilisés pour déplacer le bénéficiaire, notamment lorsqu'il y a besoin d'assistance totale pour se déplacer. Ce que j'ai mis vraiment en 3 colonnes, ce sont les différents déterminants qui sont de la situation de travail, donc de l'environnement physique du bénéficiaire, autour du bénéficiaire lui-même, et également des données organisationnelles, donc des déterminants qui sont plus en lien avec la formation des équipes et autres données qui proviennent de l'organisation. Donc, il y a énormément de déterminants qui viennent moduler la façon dont l'activité des techniciens ambulanciers se déroule. La première chose que je pourrais dire, en fait, qui caractérise un peu l'ensemble de ces déterminants-là, c'est que le technicien ambulancier, le TAP, a à agir dans des environnements qui sont imprévisibles et extrêmement variables. Chaque contexte et chacune des 531 interventions qu'on a filmées est différente l'une de l'autre, ce qui amène une certaine complexité au niveau de l'analyse. Le deuxième objectif, c'était de déterminer les situations de travail réelles les plus exigeantes physiquement. Donc, ce qu'on revoit dans la vidéo qui suit, c'est les différentes tâches qui ont été amenées dans les déplacements physiques du bénéficiaire, donc un déplacement en civière-chaise dans les escaliers, un transfert en assistance totale de la civière-chaise à la civière, et ultimement, vous allez voir l'entrée de la civière dans l'ambulance. Donc, tout ce qui a déplacement, c'est comme une manipulation de charge, ça implique évidemment physiquement les 2 techniciens ambulanciers. Si le bénéficiaire a une certaine mobilité, une certaine stabilité au niveau de ses signes vitaux, il peut être amené à se déplacer par lui-même ou avoir une certaine assistance dans ses déplacements. Mais dans les cas où est-ce qu'il y a une certaine instabilité au niveau de l'état de santé du bénéficiaire, la prise en charge se fait par les 2 techniciens ambulanciers ou autres personnes qui sont sur place pour aider à l'intervention. Donc, aussitôt qu'il y a un déplacement, utilisation d'équipement, c'est souvent ces tâches qui sont associées à un effort physique qui est exigeant. Donc, si on regarde le tableau, ce qu'on retrouve en fait dans le listing, ce sont les tâches qui ont été jugées avec un effort physique les plus difficiles. Premier élément qu'on pourrait dire, c'est une échelle de Borg, donc de 0 à 10. À 4, c'est un peu difficile. À 5, c'est difficile. Et au-dessus de 5, évidemment, c'est des tâches qui sont encore plus exigeantes.
Et ce qu'on peut s'apercevoir, en fait, c'est que le niveau de cotation n'est pas nécessairement très élevé lorsqu'on regarde la liste des tâches les plus difficiles physiquement. Il faut comprendre ici qu'il y a énormément de variations, même si on essaie à isoler certaines tâches les plus homogènes possibles, il y a quand même de la variation dans la façon, dans l'environnement dans lequel c'est exécuté. Mais on remarque quand même qu'il y a certaines tâches qui se démarquent. Donc, les trois premières, c'est les trois premières qui sont associées à l'utilisation d'équipements, notamment la civière chaise et la planche dorsale lorsqu'il y a une immobilisation suite à un trauma. Alors, c'est les trois premières tâches où est-ce qu'il y a une cotation qui est un peu difficile. Ce qu'on remarque également, c'est des tâches de soins. Les tâches de soins ont également été jugées difficiles, alors que ce n'est pas nécessairement des manipulations de charge tout le temps. Et ce qui flague en premier, c'est vraiment le premier, l'administration des soins, mais par le TAP2, donc celui qui assiste le TAP1 dans les soins et donc qui organise la planification de l'évacuation. Donc cette tâche-là, quand c'est réalisé en situation urgente, c'est coté comme un peu difficile sur l'échelle de Borg. Dernièrement, l'autre élément que je veux pointer ici, c'est tout ce qui est déplacement du bénéficiaire en assistance totale, donc toute la prise en charge du poids lorsqu'elle est prise par les techniciens ambulanciers, bien, elle figure parmi la liste, plus vers la fin, mais plus vers la liste des tâches les plus difficiles physiquement. Autre objectif, c'était d'identifier les principaux déterminants associés aux situations difficiles. On a pu le remarquer un petit peu avec le tableau précédent. Il y a certains déterminants qui ressortent et qui expliquent l'effort physique qui a été employé par les techniciens ambulanciers. On a fait un petit modèle statistique où on a vu que 80% de la variance qui était observée au niveau de l'effort physique était due à quelques paramètres. Le premier paramètre qui est le plus important, ce sont l'équipement. Donc, évidemment, si le technicien ambulancier n'utilise aucun équipement pour faire le déplacement du bénéficiaire vers l'ambulance, on s'entend que l'effort physique, elle est minimal. Dans le sens extrême, c'est lorsqu'il y a un déplacement en assistance totale avec l'utilisation d'une planche dorsale ou d'une civière chaise, notamment dans la montée d'escalier, c'est là que l'effort physique est le plus ressenti. Donc, l'équipement, c'est un certain sens logique que ça apparaisse. Le deuxième élément, c'est le poids du bénéficiaire. Évidemment, plus le poids du bénéficiaire est lourd, plus l'effort physique va être important. Autre élément, c'est le transport, le type de transport. Donc, il peut y avoir une évacuation qui se fait de façon non urgente, mais il peut y avoir aussi, selon l'instabilité du bénéficiaire, une évacuation qui nécessite un transport immédiat ou même un transport qui est urgent. Donc, plus le niveau d'urgence est élevé, plus l'effort physique va être important. Et ça va de soi, en fait, parce que le transport urgent est vraiment en lien avec l'état de stabilité du bénéficiaire. Et souvent, on retrouve ces bénéficiaires-là dans des environnements physiques qui sont plus difficiles d'accès, comme un bénéficiaire qui serait au sol. Donc, ce qui amène, en fait, une complexité dans la tâche pour réaliser cette tâche-là et extraire le bénéficiaire vers l'ambulance. Il y a également l'ancienneté. Donc, plus ceux qui sont anciens ont une perception de l'effort plus importante dans les différents scénarios qu'on a observés, et l'inconfort au dos, donc ceux qui ont un petit bobo, une petite courbature, un gène, c'est ceux qui ont manifesté un effort physique plus important. Alors, pour ce qui concerne les impacts des facteurs intrinsèques sur les postures, je vais faire une histoire rapide sur ces différentes graphiques-là. Donc, à gauche, on voit, c'est les mesures d'exposition des postures du dos en lien avec la flexion, et ce qui est à droite au niveau de la torsion. En ordonnée, ce qu'on retrouve, c'est les différentes amplitudes de mouvement. Donc, c'est des catégories d'amplitude. Et ce qu'on retrouve sur l'abscisse, ce sont plutôt les durées de maintien de ces postures-là. Donc, plus qu'on est haut dans l'échelle en ordonnée, plus on adopte des postures extrêmes, plus qu'on est à droite, plus que les postures sont maintenues de façon prolongée. Donc, c'est une combinaison de deux facteurs de risque qui caractérisent les situations. Et ce qu'on observe, en fait, c'est tout ce qui est soins et problématique. Donc, il y a des maintiens de posture qui sont souvent extrêmes, contraignantes et prolongées. Et ce qu'on remarque également, c'est pour ces tâches-là de soins, le rôle attitré au TAP a une incidence. Donc, le rôle, le TAP1 aux soins particulièrement, c'est celui qui est le plus exposé au risque. Ce qu'on remarque également, c'est tout ce qui est au niveau du déplacement civière-chaise. Donc, dans la portion de gauche A, c'est ce qui est au-dessus de la ligne 10 à 25 degrés. On retrouve également que ce soit la position TAP 1 ou TAP 2 dans le déplacement du bénéficiaire en civière chaise. C'est également l'adoption de postures contraignantes, mais avec un peu moins de maintien. La zone rouge, en fait, que je n'ai pas expliqué, mais la zone rose, dans les deux graphiques, ce sont les zones où est-ce que, de façon arbitraire, on a évalué la zone de risque les plus élevées. Donc, ce qu'on voit bien, c'est vraiment les soins qui sont problématiques.
Si on fait un état des différentes postures en lien avec les déterminants plus individuels, ce qu'on remarque, en fait, pour faire une histoire relativement courte, c'est que c'est les hommes, les jeunes hommes qui ont un poids santé et les jeunes hommes qui n'ont pas nécessairement d'inconfort, qui adoptent des postures un peu moins neutres que leurs comparses. Donc, dans ce cas-là, ça a été intéressant de voir que c'était souvent les jeunes novices qui rentrent dans le métier, qui prennent plus de risques au niveau postural dans l'exécution de leurs tâches. Autre objectif, évaluation de la condition physique et la comparaison par rapport à la population générale. On a évalué sur les 101, 54 techniciens ambulanciers. On a fait des tests d'endurance musculaire, de force musculaire, de flexibilité. On s'est aperçu qu'ils étaient au-dessus des normes par rapport à lorsqu'on paierait par rapport à l'âge et le sexe. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que le tiers de ceux qu'on a testés au niveau de la condition physique avaient une valeur de VO2 max, donc d'endurance cardio-respiratoire, qui était inférieure à la moyenne. Mais d'un autre côté, considérant le type de travail où est-ce qu'ils sont intenses à un certain moment dans l'intervention et ensuite une période de repos durant le prochain appel, cette récupération-là permet de minimiser les effets fatigue et l'effet cumulatif, justement, d'efforts physiques durant une journée de travail. Autre élément, c'est que 88% des 101 techniciens ambulanciers ont rapporté des gênes, des courbatures ou des problématiques musculo-squelettiques dans les 12 derniers mois. Donc, dans notre échantillon, il y a quand même 8 personnes, presque 9 personnes sur 10 qui avaient eu ces problématiques-là. Donc, c'est vraiment un métier, on voit avec notre échantillon que l'exigence du métier est quand même là. Un tiers de ces personnes-là ont rapporté que, finalement, ils ont dû s'absenter du travail dû à ces problématiques-là. Par contre, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'association significative qui a été trouvée entre ceux qui ont une moins bonne condition physique ou d'aptitude physique et la prévalence de problématiques au niveau musculo-squelettique. Répondre au 5e objectif, analyser l'impact des déterminants individuels comme facteur de risque de TMS. On est allé avec 2 approches. La première, c'est on s'est intéressé à regarder quels étaient les déterminants qui caractérisaient les 6 interventions les plus difficiles qui ont été vécues par les techniciens ambulanciers. Et la deuxième approche, par une approche plus corrélationnelle, de voir est-ce qu'il y a des liens qui s'effectuent entre les aptitudes physiques et certaines mesures d'exposition aux difficultés. Alors, dans un premier cas, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait énormément de variabilité dans qui avait vécu une situation difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'étaient pas des femmes, ce n'étaient pas des personnes obèses, ce n'étaient pas des personnes qui avaient une problématique de conditions physiques ou ce n'étaient pas ceux qui étaient plus petits. Donc, il y avait une variété d'individus qui ont vécu des situations qui étaient difficiles. Donc, ça pouvait toucher un peu tout le monde. Et ce qui corrobore un peu avec cette première analyse, c'était qu'il n'y avait aucune association entre aptitude et exposition aux facteurs de risque ou de difficultés vécues. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'on ne veut pas banaliser l'effet de la condition physique. On sait que la condition physique peut avoir un impact quand même, donner une certaine marge de manœuvre aux travailleurs, augmenter sa capacité maximale, permet entre autres de réduire peut-être l'exposition à une fatigue. Et évidemment, sur les bénéfices de santé à long terme, la pratique régulière d'activité physique, les bienfaits sont bien reconnus. Alors, en termes de pistes de prévention, il faut considérer en fait que ce métier-là est extrêmement variable et imprévisible. Donc, il y a des éléments à la source qui peuvent être modulés, mais principalement ce qui a trait à l'ambulance. L'ambulance, c'est un peu la zone de travail vers la fin de l'intervention préhospitalière. Donc, il y a des modifications à la source qui peuvent être faites, notamment l'intégration d'un chargement automatique de la civière, où est-ce qu'il n'y a plus de technicien ambulancier qui soulève. Ça, c'est un type de changement qui pourrait être amené. Ce qui a trait à l'ambulance, il y a beaucoup de changements dans les dernières années qui ont été amenés justement à implanter ces différentes solutions-là pour réduire le risque lié autour de l'ambulance. Mais ce qui est sur les lieux du travail, particulièrement dans l'environnement du bénéficiaire, c'est très difficile d'aller jouer à la source. Ce qui serait bien, en fait, c'est d'aller adapter certains équipements. Ce qu'on a vu, c'est que la civière chaise, dans la montée d'escalier, elle n'est vraiment pas bien adaptée. Tout ce qui est l'utilisation de la planche dorsale également, ce n'est pas des tâches qui sont simples à réaliser. Alors, il y a certainement un développement d'ingénierie à faire, de conception, pour améliorer la présence d'équipements. Et le dernier volet, en fait, c'est plus la formation. On sait qu'au niveau de la formation, il y a plusieurs possibilités pour les techniciens ambulanciers, la formation ECAR, la formation PDSB. Par contre, au niveau de ce qu'on observe sur le terrain, c'est l'application de ce qu'ils apprennent en formation est très variable. Certaines situations, en fait, forcent les techniciens ambulanciers à ne pas nécessairement appliquer les principes qu'ils ont appris en formation. Et donc, les déterminants sont des contraintes qui forcent le technicien ambulancier à adopter des stratégies de travail qui ne sont peut-être pas nécessairement sécuritaires. Alors, ce n'est pas nécessairement
En fait, ce qui pourrait être une valeur ajoutée à la formation, c'est de plus de considérer, en fait, que le technicien ambulancier, ce n'est pas un savoir technique qu'il a, c'est plus une compétence. Et cette compétence-là, c'est sa capacité à juger la situation et à analyser selon le contexte quels sont les meilleurs outils à appliquer pour réussir à réaliser la tâche d'évacuer le bénéficiaire. Et c'est cet aspect-là des compétences qui doit être amélioré dans les prochaines formations. Les 3 retombées directes et indirectes qui ont été pour les milieux de travail. La première, c'est, enfin, cette première étude-là, contexte québécois, nous a permis de mesurer en fait l'exposition de nos techniciens ambulanciers à leurs risques durant leur travail. Donc, c'est une première pierre angulaire qui permet justement de bâtir, c'est comme une sorte de pré-diagnostic de la situation de travail et d'aller après cibler certaines problématiques pour aller chercher des solutions plus concrètes. Le deuxième, c'est un support au développement. Donc, c'est une banque de données qu'on a créée et qui peut permettre d'être reconsulté pendant les 25 prochaines années et aller chercher justement d'autres façons, d'autres pistes de transformation qui peuvent être élaborées. Et tout au long de ces 6 années de projet, on a pu vivre 2 projets de transformation majeurs à Québec et à Montréal et qui a permis justement de minimiser l'impact physique de leurs tâches. Et finalement, le troisième volet, bien, on espère que les données qui sont issues de ce projet de recherche-là vont permettre d'améliorer les formations et les mettre peut-être outiller davantage les techniciens ambulanciers, les futurs techniciens ambulanciers et même ceux qui sont déjà en emploi pour arriver à améliorer leurs compétences au niveau de l'analyse des situations, d'avoir un meilleur compromis entre ce qui est le service qui est offert aux bénéficiaires, mais aussi au niveau de leur sécurité lorsqu'ils exécutent leurs tâches de travail. Merci beaucoup.